dans le champ qui est juste derrière moi. C'est bon. Et j'ai bien meublé, hein. C'est pas mal. Magnifique. Allez, go, à toi. Je reviens avec les questions tout à l'heure. Rebonjour à toutes et tous. Croissance, développement, voire prolifération des données, des algorithmes d'intelligence artificielle, d'écrans de toute taille, d'usages numériques tout aussi divers et variés aux quatre coins du globe sont en quelque sorte des éléments caractéristiques de ce que l'on peut nommer la transformation numérique, ou certains diront la disruption. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le veuille ou non, cette transformation, elle nous fait devenir des êtres phygitaux, à la fois physiques et virtuels. Et donc, nous sommes toutes et tous des êtres augmentés. Et ce qui est fascinant avec cette augmentation, c'est que de plus en plus rapidement, elle fait évoluer la manière dont on fonctionne, la manière dont les choses se créent et la manière dont les choses se font. Alors, je ne vais pas faire de développement philosophique ou théorique pour parler de cela. Je vous propose de me suivre autour d'une série de cas, de réalisations, de retours d'expérience qui ont eu lieu ces 6 dernières années, qui, à mon sens, illustrent pas trop mal, hein, c'est un choix qui est personnel, cette notion d'augmentation digitale. Alors, j'espère que les vidéos vont fonctionner parce que j'en ai un certain nombre. On va commencer tout de suite par une première petite vidéo. Voilà, alors est-ce qu'elle se déclenche ou pas? Je crois qu'il y a un petit problème sur la première. En résumé, on est en 2011 ici. On est à... We have also worked for many years to convert Chinese text to speech. And so now Là, on est en we will 2011 à Pékin. turn on the speech part. 所以现在我们将把语音部分 And now what you hear me say comes out in Chinese. Là, on est en 2011 à Pékin. C'est notre ancien directeur de Microsoft Research qui est présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait du voice to text. Ça, c'est super classique. Il y a plein de startups, d'API qui permettent de faire ça. Ouais, alors ça, c'est bon, on peut arrêter. Et il y a la traduction temps réel, le texte-texte de l'anglais au mandarin. Et puis du mandarin en texte à la voix. Et là où ça devient subtil, on est en 2011, c'est que le timbre de la voix est reproduit. Donc on parle avec l'accent de la personne. Et là, je me dis en 2011, waouh, ça va prendre au moins 10-15 ans à se généraliser. Et puis, tiens, ça va être intéressant dans les domaines de la relation client. On peut réinventer des dispositifs de relation client at scale. Et en fait, en 2014, sur ces dispositifs de deep learning et de reconnaissance cognitive et audio, il y a les premières moutures de Skype Translator qui sont apparues et qui ont permis de faire la traduction temps réel sur 3-4 langues, anglais, français, espagnol. Aujourd'hui, il y en a plus de 30. Le niveau de précision est assez bluffant. Et j'ai envie de me dire, moi qui ai une fille, j'espère qu'elle apprendra les langues. Mais ça fait revoir la manière dont on va penser l'éducation de nos enfants. Et je ne sais pas si vous avez déjà testé ces dispositifs. Il y a Skype Translator, mais il y en a d'autres qui existent. C'est vraiment bluffant sur le niveau de précision. Autre exemple, slide suivant. Là, on retourne dans le domaine agricole, agroalimentaire. Et on est en Australie, on doit être en 2012. Les domaines sont extrêmement grands en Australie et les fermiers ont pas mal de mal à gérer au mieux la reproduction de leurs troupeaux, l'insémination, la fécondation. Et donc, en travaillant avec Fujitsu, Siemens et Azure, ils ont placé des petits capteurs, des petits Apple Watch 2 sur le pied des vaches, pour analyser le niveau de température et leur déplacement. Assez rapidement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'un algorithme a permis de voir qu'en fonction de la température corporelle de la vache, on savait quel était le meilleur moment pour l'inséminer. Ils ont augmenté leur taux de fécondation de 40% en faisant cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je trouve fascinant et effrayant aussi, c'est que en plaçant un petit peu avant ou un petit peu après un point de référentiel dans le temps par rapport à un point de température, ils sont capables d'orienter le sexe pour faire un veau ou une vache. Et donc, d'optimiser au maximum leur troupeau. Là, on est en 2012-2013. Il y a encore de nombreux progrès qui ont été faits dans ce domaine. Slide suivant. Hop. Alors là, dans le domaine du gaming, on est en 2013-2014. Et on commence à parler de la notion, non pas d'avatar, d'avatar ça fait longtemps qu'on en parle, mais de drivatar. On a tous une manière spécifique d'écrire. On a une calligraphie. Alors moi, quand j'étais recruté à l'époque, j'ai des tests de calligraphie. Bon, ça se fait plus trop aujourd'hui, heureusement. Mais
la manière dont on conduit, c'est la même chose. La manière dont on accélère, dont on freine, dont on regarde à gauche, à droite, donc quand on regarde dans le rétro, c'est vraiment spécifique à l'individu. Et donc, le jeu va être auto-apprenant, avec par exemple un périphérique comme Kinect, et va progressivement créer un avatar propre à son style de conduite. Alors, vous allez me dire, mais ok, à quoi ça sert? Ben, ce qui est intéressant, c'est que même quand je suis déconnecté, quand je suis pas là, des personnes peuvent jouer avec moi, faire progresser, peuvent faire évoluer mon score à la hausse ou à la baisse. Ce qui est intéressant, c'est que je peux jouer avec des personnes qui ont le même niveau que moi. Ce qui est intéressant, c'est que je peux jouer contre le champion du monde de Formule 1 qui a créé son Drivatar et essayer de me mesurer à lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce dispositif-là, c'est dans le gaming, c'est dans du B2C, mais c'est sur des API et que je peux le réutiliser dans d'autres contextes, d'autres choses à créer. Et toutes les portes sont ouvertes dans ce domaine. Et on commence de plus en plus à avoir des jeux qui sont auto-apprenants sur ce type de dispositif. Donc là, on est en 2013-2014. Autre slide. Là, on est le 4 juillet 2014. Enfin, non, c'est le 4 juillet 2014 qui m'a marqué parce que ce matin-là, il y a un type qui s'appelle David Rothschild et qui m'a mis une mauvaise humeur. David Rothschild, c'est un mathématicien économiste brillantissime dont la passion est l'intégration, l'analyse de données à grande échelle provenant des réseaux sociaux et des sites de paris en ligne et d'en tirer non pas de l'analyse mais de la prédiction. Et il a commencé avec un concours exceptionnel qu'on adore toutes et tous ici, qui s'appelle l'Eurovision. Il a commencé en 2012 et en fait, il y a pas mal de juges, c'est assez difficile de prédire qui va gagner. 3 ans d'affilée, il a gagné, pas totalement dans l'ordre, mais les 3 premiers. Il a réussi à déterminer qui étaient les 3 premiers. Puis il a développé son dispositif, il a créé un site qui est toujours en ligne, qui s'appelle PredictWise, HTTP PredictWise, ça vaut la peine, c'est assez bluffant. Et le 4 juillet 2014, les Allemands avaient 30% de plus de chances de gagner que les Français. Et vu qu'il a été bon les 11 derniers matchs en prédiction, je me suis dit, c'est foutu. Et pourtant, on a bien joué et on a perdu quand même. Et il avait prédit que les Allemands allaient gagner quasiment dès le début du mondial. Donc c'est assez intéressant parce que là, c'est pareil. On a accès à ce type de données via des moteurs de recherche comme Bing, des assistants comme Cortana. C'est des API, c'est du B2C, mais on peut le décliner également sur du prédictif, sur des modèles météorologiques, par exemple, pour optimiser sa supply et être plus efficace dans le cadre de ses promos. Alors, autre exemple, slide suivant. J'ai pris volontairement le logo d'Apple Corp, des Beatles, par rapport à la petite vidéo qu'on va voir juste après, qui a poussé le site The Verge à titrer l'humanité doit avoir très peur de ce qui est en train d'arriver. Bon, moi, je trouve ça passionnant. Mais grosso modo, si on peut écouter le morceau suivant. Donc là, on reconnaît une petite production à la John Martin. On reconnaît un petit peu une patte des Beatles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce morceau qui a été créé en 2016, il a été créé par la machine, par un logiciel qui s'appelle Flow Machine, par le centre de recherche de Sony. Et en fait, Flow Machine a intégré plus de 13 000 partitions, analysé les structures d'accords, etc. et a été auto-apprenant. Il n'y a que les paroles qui ont été écrites par un être humain. Tout le reste a été créé par la machine. C'est un track, un single entièrement produit de A à Z par la machine. Et apparemment, l'année prochaine, Sony va sortir un album 100% produit par l'IA. On va voir ce que ça donne, mais là, quand on l'écoute, Daddy's Car, le morceau s'appelle, il faut l'écouter sur YouTube, il est vraiment intéressant. Alors, autre univers, slide suivant. Là, on voit un tableau, un clair-obscur. Non, on se dit on est dans le 17e. Une petite collerette, un homme de la trentaine, un chapeau. Donc là, on reconnaît le style Rembrandt. On se dit, tiens, c'est un Rembrandt. À la seule différence près que ce n'est pas un Rembrandt totalement classique, c'est le Next Rembrandt. Alors si on peut avoir le son. Only this time, data is the painter and technology, the brush. Together with experts from various fields, over 160,000 fragments from all of Rembrandt's 346 paintings were analyzed, using 3D scans and digital files, upscaled by a deep learning algorithm. Facial recognition software was designed to understand Rembrandt's style and generate new facial features, which were assembled. Des spécialistes de l'histoire de l'art, des développeurs, des designers, des scientifiques se sont réunis pendant 18 mois sous le patronage de la banque ING. Nous aussi, on a participé pour analyser plus de 340 œuvres de Rembrandt. Son relief, la distance entre les yeux et le nez, la typologie de couleur, la manière de faire un trait de pinceau.
pour progressivement arriver à cette pièce avec des surcouches en impression 3D, qui est littéralement un nouveau Rembrandt. Des choses qui étaient juste inimaginables il y a quelques années, on va pouvoir ressusciter des styles d'artistes qu'on ne voyait plus. Alors, autre domaine, slide suivant. On va passer cette vidéo. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response and you think, is everyone listening really well? Or are they half asleep? And you never know. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age. Saïk a perdu la vue à 7 ans et par passion et par travail, il est devenu développeur et il est rentré chez nous et en utilisant des API et du dev en intelligence artificielle, il a créé une app qui permet à des malvoyants de retrouver un centre d'interaction et de pouvoir le généraliser. Ce qui est super intéressant, c'est que ça rassemble de très nombreuses API, que les lunettes qu'ils portent, elles sont assez sophistiquées, mais qu'elles sont relativement facilement généralisables à terme, et que ces API qui sont disponibles, vous pouvez toutes et tous les utiliser. Notamment, il y en a une qui s'appelle howold.net. C'est assez marrant, vous prenez une photo, n'importe laquelle, et le niveau de prédiction de l'âge est pas trop mal. Du coup, il y a des boîtes comme Coca-Cola qui ont décidé pour leur centenaire d'utiliser cette application pour dater leur bouteille de Coca-Cola et ça a fait un buzz mais juste énorme. Donc voilà, on voit des univers, des champs d'augmentation qui sont extrêmement larges. Et là, on va passer sur un autre point qui est beaucoup plus dans le domaine de la réalité augmentée. That works very well. Add Russie. So for us now to be able to see that so early in the process is amazing and totally new. Usually we have to wait until we finalize our cap. Le Cirque du Soleil, qui est un super cas de Blue Ocean Strategy, a des problématiques logistiques et de montage de scène qui sont juste colossaux de par le monde. En utilisant la réalité augmentée, en utilisant HoloLens, ils ont mis en place un dispositif qui permet d'une part de monter, de prévisualiser des scènes, de voir comment elles vont fonctionner, de régler les hauteurs, les couleurs, etc., mais également d'introduire des personnages sur scène pour voir comment l'espace va être occupé. Ce dispositif-là est, j'ai envie de dire, un facteur de compétitivité qui est juste énorme et que le Cirque du Soleil est en train de généraliser pour tous leurs prochains spectacles. C'est une nouvelle forme d'augmentation que je trouve particulièrement intéressante. Et slide suivant, pour finir d'illustrer mes propos, j'ai trouvé cette vidéo il n'y a pas longtemps. Machines have calculations. We have understanding. Machines have instructions. We have purpose. Machines have objectivity. We have passion. We should not worry about what our machines can do today. Instead, we should worry about what they still cannot do today. Because we will need the help of the new intelligent machines to turn our grandest dreams into reality. Vous avez reconnu Garry Kasparov, qui a perdu à la fin du XXe siècle contre Deep Blue. Ça l'avait un peu énervé parce que quand on a réussi à battre 32 chess grandmasters d'affilée, on est un peu unique au monde. Et il se demandait comment il pouvait réussir à battre Deep Blue et la machine. Et il s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire accompagner d'autres machines. Et c'est le premier à avoir créé un tournoi d'hommes avec machines pour combattre contre d'autres, pour concourir contre d'autres hommes avec des machines. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est aperçu que c'est pas forcément les personnes qui sont équipées des plus grosses machines qui gagnent, mais c'est les personnes qui ont les meilleurs process. Et sur les premiers tournois, ce sont des amateurs qui gagnaient avec des PC, mais qui raffinaient en permanence leurs process et leurs algorithmes. Et aujourd'hui,
fait, sa conclusion, qui est évidente, mais qui est super bien illustrée. Et cette présentation de TED de mai 2017, elle est vraiment super intéressante, sur 15 minutes. En fait, finalement, c'est de dire qu'il ne faut pas opposer l'homme à la machine, c'est l'homme augmenté de la machine qui nous permettra de faire la différence. Et on le voit de plus en plus. Alors, c'est des sujets qui sont hyper clivants. Et c'est pour ça que la technologie va aller super vite. Et j'aurais bien aimé que la zapette fonctionne pour être super fluide. Juste finir en indiquant que, globalement, si je peux avoir le prochain slide, s'il vous plaît. Il ne faut pas opposer l'homme à la machine. Il faut embrasser le mouvement. Ça va aller de plus en plus vite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer de prédire. On va toutes et tous se tromper. Et il y a deux personnes moi, que j'admire particulièrement et qui ont pas mal de points communs. Il y a Ray Kurzweil, qui est un inventeur de génie, qui est aujourd'hui le directeur d'ingénierie chez Google, et qui a écrit un bouquin absolument incroyable qui s'appelle The Singularity is Near. Si vous ne l'avez pas lu, il est vraiment topissime, où il estime que le test de Turing sera passé d'ici 2028-2029, et donc 2030, on devrait arriver à des cerveaux non biologiques. Et il fait part de toute la notion, nous, en tant qu'êtres humains, de devenir le plus responsable possible. Et Satya Nadella, le CEO de Microsoft, a mis en place 6 principes fondamentaux sur le respect de la dignité humaine lié à l'utilisation de l'IA. Donc l'homme et la machine, avec le maximum de responsabilité et d'éthique. Et si on fait bien cela, l'augmentation sera certainement des plus positives possibles. En tout cas, je l'espère. Merci à toutes et tous. Merci Sébastien. Tu restes avec moi. J'adore ce type de conférence super inspirante. Malgré tout, parmi les questions, tu vois Sébastien, il y a une qui ressort un tout petit peu. Doit-on avoir peur? Est-ce que tu as une réponse toute faite là-dessus? On a eu peur de toutes les grandes révolutions industrielles, et puis elles ont apporté du progrès. En France, on a tendance à voir le verre à moitié vide. Alors, pas ici, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des personnes qui sont optimistes par nature, sinon c'est compliqué. Donc, c'est très difficile de répondre. J'ai envie de dire qu'il faut avant tout cultiver son optimisme et essayer d'avancer pour le mieux. Et un point, c'est qu'on n'aura pas peur si on arrive toutes et tous à se former, à se développer. Je pense à nous en tant qu'individus, puis également à nos institutions et nos gouvernements, sur lesquels il y a encore pas mal de travail à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup à toi encore une fois, Sébastien. Merci.